Certaines histoires commencent dans les lieux les plus ordinaires, là où l'odeur du gras et le bourdonnement des lumières fluorescentes masquent la genèse de quelque chose d'extraordinaire. Voici l'une de ces histoires, un récit qui allait se propager comme une traînée de poudre dans les couloirs du lycée Victor Hugo, changeant à jamais la perception des lycéens envers les plus discrets d'entre eux. L'arôme des rondelles d'oignons croustillantes, des steaks hachés, grillés et des pains au sésame toasté imprégnaient l'air à l'intérieur du Croque-Vite, le fast-food local qui était devenu une extension officieuse du lycée Victor Hugo. Ce vendredi soir-là, le restaurant bourdonnait de son énergie typique de fin de semaine. Les lycéens se regroupaient autour des banquettes en vinyle rouge et des tables en plastique, leurs voix créant une symphonie de la vie adolescente. Potins sur les projets du week-end, plaintes concernant les contrôles à venir et le drame incessant qui semblait définir l'existence lycéenne. Des enseignes néons faisant la promotion d'offres limitées projetaient des ombres colorées sur le sol à carreaux, tandis que le bip constant des friteuses et le vrombissement des machines à soda fournissaient une toile de fond sonore au théâtre social qui se déroulait entre ces murs. Pour la plupart des lycéens entassés dans cet espace, le Croque-Vite représentait la liberté, un endroit où ils pouvaient se défaire des contraintes des salles de classe et des devoirs, ne serait-ce que pour quelques heures, mais dans une banquette d'angle, partiellement cachée par un présentoir publicitaire pour le nouveau burger au bacon du restaurant, était assise une jeune fille qui semblait déconnectée de toute la gaieté autour d'elle. Son nom était Maya Dubois, et contrairement aux autres lycéens qui remplissaient le restaurant de leur rire et de leur bavardage, elle apparaissait presque fantomatique dans sa solitude. Maya était arrivée au lycée Victor Hugo seulement 3 semaines plus tôt, suite au déménagement de sa famille, lorsque son père avait accepté une promotion nécessitant un déplacement dans une autre région de la France. La transition avait été particulièrement difficile pour Maya, qui avait toujours eu du mal dans les situations sociales. Dans son ancien lycée, elle avait réussi à trouver un petit cercle d'amis qui appréciaient sa nature réfléchie et son humour pince sans rire. Ici, cependant, elle se sentait comme une étrangère observant à travers une vitre. Tout chez Maya semblait conçu pour éviter l'attention. Ses longs cheveux foncés tombaient comme un rideau autour de son visage, obscurcissant souvent ses yeux bruns expressifs. Elle privilégiait les vêtements simples. Ce jour-là, elle portait un pull bleu marine uni et un jean foncé qui semblait destiné à l'aider à se fondre dans le décor. Ses mouvements étaient prudents et délibérés, comme si elle essayait constamment de minimiser sa présence dans n'importe quelle pièce où elle entrait. Alors qu'elle était assise dans la banquette, remuant lentement son milkshake à la vanille avec une paille rayée de rouge, l'esprit de Maya vagabondait vers les événements de ses premières semaines au lycée Victor Hugo. Le lycée était plus grand que le précédent, avec des couloirs tentaculaires qui semblaient s'étirer à l'infini entre les cours. Elle avait rapidement appris à naviguer dans la hiérarchie sociale complexe qui régissait la vie lycéenne. Les sportifs qui imposaient le respect par leurs exploits sur les terrains, les membres du club de théâtre qui s'exprimaient avec des gestes animés et des voix théâtrales, les élèves brillants qui se portaient avec une confiance tranquille et des dizaines d'autres micro-communautés qui formaient l'écosystème complexe de la société lycéenne. Ce qui troublait le plus Maya n'était pas son incapacité à trouver sa place au sein de ces groupes, mais plutôt le sentiment croissant d'avoir attiré le mauvais genre d'attention. Au cours de la semaine écoulée, elle avait de plus en plus conscience de regards qui la suivaient dans les couloirs, de conversations qui semblaient se taire quand elle passait, de sourires narquois et de commentaires chuchotés qui lui donnaient la chair de poule. La source de cette attention indésirable était devenue assez claire. Un groupe de 5 garçons qui semblaient se considérer comme les dirigeants officieux du lycée Victor Hugo. Ils se déplaçaient dans le lycée comme des requins dans l'eau, confiants dans leur pouvoir d'intimider et de contrôler ceux qu'ils percevaient comme faibles. Maya avait fait de son mieux pour les éviter.
empruntant des itinéraires différents entre les cours et chronométrant ses déplacements pour minimiser les rencontres. Mais elle savait que ses efforts pour rester invisible n'avaient fait que la rendre plus intrigante à leurs yeux. Assise au croque-vite, Maya tenta de chasser ses inquiétudes de son esprit. Elle était venue ici dans l'espoir de trouver un peu de paix, de savourer un simple repas sans le poids des regards curieux et des commentaires chuchotés. Le restaurant était un territoire neutre, avait-elle raisonné. Un endroit où les règles sociales du lycée pourraient être temporairement suspendues. Elle se trompait. Les portes vitrées du croque-vite s'ouvrirent avec assez de force pour faire tinter la clochette qui les surplombait, annonçant l'arrivée de 5 silhouettes qui captèrent immédiatement l'attention de tous les clients du restaurant. Ils entrèrent comme un front orageux, leur voix forte et leur démarche assurée, créant une atmosphère de tension qui sembla aspirer l'énergie décontractée de la pièce. À la tête du groupe se trouvait Derek Hawthorne, un élève de terminale grand et aux épaules larges, dont les exploits sportifs au sein de l'équipe de football lui avaient valu un niveau de respect qu'il avait progressivement corrompu en peur. Ses cheveux châtain clair étaient parfaitement coiffés et ses vêtements, une veste en cuir coûteuse par-dessus un t-shirt de marque, annonçaient la richesse de sa famille aussi clairement que s'il portait une étiquette de prix. Derek possédait le genre de charisme qui aurait pu le rendre véritablement populaire, mais il avait choisi de manier son influence comme une arme. Derrière lui marchait Kevin Mills, l'ami le plus proche de Derek et son complice le plus zélé. Kevin était plus petit que Lucas, mais compensait son manque de présence physique par une cruauté qui semblait sans limite. Ses yeux sombres révélaient une intelligence calculatrice qu'il utilisait principalement pour identifier les vulnérabilités des autres. Là où Lucas pouvait parfois montrer des éclairs de conscience, Kevin semblait sincèrement apprécier la souffrance de ceux qu'il ciblait. Le troisième membre de leur groupe était Antoine Mercier, un garçon dégingandé dont l'énergie nerveuse se manifestait souvent par de l'agitation et des mouvements incessants. Antoine était peut-être le plus tiraillé des 5, montrant occasionnellement des signes de malaise face à leur comportement, mais sa loyauté envers le groupe et sa peur de devenir leur cible le maintenaient participant à leur cruauté. Hugo Fournier apportait une énergie différente au groupe. C'était le blagueur, celui qui pouvait faire passer leurs farces les plus vicieuses pour des amusements inoffensifs. Son sourire facile et son esprit vif avaient charmé professeurs et parents, le rendant presque intouchable lorsque des accusations surgissaient. Hugo avait perfectionné l'art de maintenir une dénégation plausible tout en participant pleinement au pire comportement du groupe. Enfin, il y avait Théo Leroy, le petit nouveau de leur cercle. Théo essayait encore de prouver qu'il méritait d'être inclus, ce qui le rendait peut-être le plus dangereux de tous. Son empressement à impressionner les autres le poussait à suggérer des farces de plus en plus extrêmes et à franchir des limites que même Lucas hésiterait à dépasser. Ensemble, ces 5-là avaient créé une culture de la peur au lycée Victor Hugo, qui s'étendait bien au-delà de leurs victimes immédiates. Les professeurs fermaient les yeux, les administrateurs trouvaient des excuses et les élèves apprenaient à baisser la tête et à éviter d'attirer l'attention. Ils étaient devenus intouchables, ivres de leur propre pouvoir et convaincus de leur immunité face aux conséquences. Alors qu'ils scrutaient le restaurant, leurs regards se posèrent inévitablement sur la banquette d'angle de Maya. Elle sentit leur attention comme un poids physique, son estomac se nouant alors qu'elle reconnaissait l'intérêt prédateur dans leurs expressions. Elle garda son regard fixé sur son milkshake, espérant désespérément qu'il commanderait leur repas et la laisserait tranquille. Mais Maya Dubois portait des secrets que ces garçons n'auraient jamais pu imaginer. Sous son extérieur discret se cachaient des années d'entraînement qui avaient façonné son corps et son esprit d'une manière qui n'était pas immédiatement apparente. Son père, Miguel Dubois, était un ancien militaire qui avait passé des années à étudier divers arts martiaux avant de transmettre ses connaissances à sa fille. L'entraînement avait commencé quand Maya avait 7 ans, initialement pour développer sa confiance et sa discipline.
Miguel avait été un instructeur patient et exigeant, enseignant à Maya que la vraie force ne venait pas de la capacité à infliger des dommages, mais du contrôle pour les éviter. Il avait insisté autant sur les aspects philosophiques des arts martiaux que sur les techniques physiques, l'importance du respect, de l'humilité et de n'utiliser ses capacités qu'en cas d'absolue nécessité. Pour Maya, ces leçons étaient devenues plus qu'un simple entraînement physique. Elles étaient devenues une manière de comprendre le monde. Elle avait appris à lire le langage corporel, à sentir l'agression avant qu'elle ne devienne action, à rester calme face à la provocation. Plus importante encore, elle avait appris que le véritable pouvoir résidait dans le choix de ne pas utiliser ses capacités, en trouvant des solutions pacifiques aux conflits chaque fois que possible. Cette philosophie avait été mise à l'épreuve 2 ans plus tôt, lorsque la mère de Maya, Hélène, avait été diagnostiquée d'un cancer. La maladie avait été rapide et impitoyable, leur arrachant Hélène quelques mois après le diagnostic initial. Dans ces derniers jours, Hélène avait fait promettre à Maya d'utiliser son entraînement avec sagesse, de ne jamais laisser la colère ou la vengeance guider ses actions. Maya avait tenu cette promesse, même lorsque cela signifiait endurer le harcèlement dans son ancien lycée sans riposter. Elle avait appris à absorber les insultes, à détourner l'agression par l'humour ou le silence, à trouver la force dans la retenue plutôt que dans l'action. Le petit collier en argent qu'elle portait, une chaîne délicate ornée d'un pendentif en forme d'étoile qui avait appartenu à sa mère, lui servait de rappel constant de cette promesse. Maintenant, alors que Lucas et ses amis s'approchèrent de sa table avec les mouvements lents et délibérés de prédateurs qui se rapprochent de leur proie, Maya sentit la tension familière entre son entraînement et sa promesse. Chaque instinct que son père lui avait inculqué hurlait des avertissements concernant la menace approchante, tandis que le souvenir de sa mère lui conseillait la patience et la paix. Lucas atteignit sa table le premier, ses amis formant un demi-cercle derrière lui qui piégeait efficacement Maya dans la banquette. Le niveau sonore du restaurant sembla chuter alors que les autres clients percevaient la confrontation imminente, bien qu'aucun ne sembla disposé à intervenir. « Eh bien, dit Lucas, sa voix portant facilement à travers le restaurant. « Regardez ce que nous avons là, la mystérieuse nouvelle, toute seule. » Il posa ses mains sur la table et se pencha en avant, envahissant l'espace personnel de Maya avec une aisance habituelle. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma jolie? Tu n'as pas d'amis avec qui t'asseoir ?» Maya garda les yeux sur son milkshake, regardant la mousse se dissoudre lentement, tandis qu'elle luttait pour contrôler sa respiration. Elle avait déjà été confrontée à ce type d'intimidation, et elle savait qu'engager la conversation ne ferait qu'aggraver la situation. Son père lui avait appris que la première règle du conflit était de l'éviter entièrement chaque fois que possible. Kevin se glissa sur la banquette en face de Maya, sans invitation, sa présence la forçant à reconnaître leur intrusion. « Peut-être qu'elle est trop bien pour nous, » suggéra-t-il avec une fausse sympathie. « Je veux dire, regarde-la, assise là comme une princesse dans son château. » La comparaison la blessa plus que Maya Dubois ne voulait l'admettre. Elle ne s'était jamais considérée comme supérieure à qui que ce soit. Au contraire, elle se sentait souvent inférieure à ses camarades de classe plus à l'aise socialement. Mais elle comprit que les mots de Kevin ne la visaient pas vraiment. Ils visaient à créer un récit qui justifierait l'humiliation qu'ils avaient prévue. Connor s'agita derrière Derek, jetant de temps en temps un coup d'œil vers le comptoir, où les employés du croque-vide continuaient leur travail avec une détermination étudiée à ignorer la confrontation qui se préparait. « Peut-être devrions-nous commander d'abord », suggéra-t-il sans conviction. Mais ces mots furent immédiatement balayés par le regard acéré de Derek. Austin s'était positionné de manière à pouvoir observer les réactions des autres clients. Son sourire facile ne faiblissant jamais même si ses yeux restaient froids et calculateurs. Il comprenait son rôle dans ces situations, maintenir l'image du groupe comme de simples farceurs inoffensifs
plutôt que les harceleurs systématiques qu'ils étaient devenus. Hunter, désireux de faire ses preuves, tendit la main à travers la table et prit une frite du plateau de Maya Dubois. « Merci du partage », dit-il avec une politesse exagérée, en mettant la frite dans sa bouche. « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je veux dire, tu ne manges pas vraiment de toute façon. » Le vol désinvolte était une tactique d'escalade classique, réalisa Maya Dubois, une violation mineure conçue pour tester ses limites et évaluer sa réaction probable à de plus grandes provocations. Son père l'avait mise en garde contre de telles tactiques, expliquant comment les prédateurs commençaient souvent par de petites transgressions avant de passer à des attaques plus sérieuses. « Tu as perdu ta langue ?» demanda Derek, sa voix s'élevant. « Ou peut-être que tu penses être trop spécial pour parler à des gens ordinaires comme nous ?» Il se redressa et fit un large geste, s'assurant que ses mots portèrent jusqu'aux tables environnantes. « Je veux dire, on essaie juste d'être amicaux ici. Bienvenue à la nouvelle dans notre petite communauté. » Les mains de Maya Dubois tremblaient légèrement alors qu'elle continuait de fixer son milkshake. Elle pouvait sentir l'attention de tout le restaurant focalisé sur leur table, pouvait percevoir le mélange de curiosité et de malaise émanant des autres clients. Une partie d'elle voulait se lever, s'en aller et se retirer complètement de la situation. Mais elle était piégée dans la banquette par la position de Kevin, et elle savait que toute tentative de départ serait probablement bloquée par les autres. « Peut-être qu'elle est timide », suggéra Austin avec une fausse gentillesse. « Certaines personnes ont juste besoin d'un petit encouragement pour s'ouvrir. » Il tendit la main et effleura les cheveux de Maya Dubois, la faisant tressaillir involontairement. « Tu vois, elle n'est pas complètement morte. » Le contact physique franchit une autre limite et Maya Dubois sentit son sang-froid, soigneusement maintenu, commencer à craquer. L'entraînement de son père lui avait appris à reconnaître les étapes de l'agression, et elle comprit que les garçons escaladaient systématiquement leur comportement pour provoquer une réaction. Mais connaître leur tactique ne rendait pas leur endurance plus facile. Kevin commença à fouiller parmi les articles sur le plateau de Maya Dubois, ramassant son burger et l'examinant avec un intérêt exagéré. « Pas mal, dit-il, prenant une grosse bouchée sans permission. Ça pourrait utiliser un peu de sel, par contre. » Il attrapa son sachet de sel, le déchira et en vida délibérément le contenu sur sa nourriture restante. La destruction de son repas était à la fois mesquine et symbolique, une démonstration de leur pouvoir de prendre et de détruire ses possessions sans conséquence. Maya Dubois regarda les cristaux de sel se disperser sur son burger et ses frites, son estomac se nouant d'un mélange de colère et d'impuissance. « Oups !» dit Kevin avec un remords fin. « Regarde ce que j'ai fait. Je suppose que tu ne finiras pas ton dîner après tout. » Il regarda ses amis qui répondirent par des rires prévisibles. Derek se pencha à nouveau, rapprochant son visage inconfortablement de celui de Maya Dubois. « Tu sais ce que je pense ?» dit-il, sa voix tombant à un murmure menaçant qui semblait d'une certaine manière plus intimidant que ses précédents cris. « Je pense que tu as besoin d'apprendre les bonnes manières. Peut-être que quelqu'un doit t'apprendre à te comporter en public. » La menace était indubitable, et Maya Dubois sentit son rythme cardiaque s'accélérer alors que son corps se préparait à une violence potentielle. Mais elle resta silencieuse, s'accrochant à sa promesse à sa mère et aux enseignements de son père sur la façon d'éviter la confrontation. Ce fut Hunter qui fit monter la situation au-delà du point de non-retour. Tendant la main à travers la table, il attrapa le sac à dos de Maya Dubois et commença à le tirer vers lui. « Voyons quel secret notre mystérieuse princesse cache, » annonça-t-il, assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende. « Arrête !» dit Maya Dubois doucement, parlant pour la première fois depuis leur arrivée. Le seul mot portait plus d'autorité qu'elle ne l'avait voulu, et pendant un instant, les garçons semblèrent surpris par la fermeté de sa voix. Les sourcils de Derek se levèrent avec un étonnement théâtral. « Oh, elle parle !» s'exclama-t-il. « Et moi qui commençais à croire que tu étais muette. » Il fit un geste vers ses amis. « Vous avez entendu ça? Elle a vraiment une voix.
Mais Hunter était déjà en train d'ouvrir le sac à dos de Maya Dubois. Son empressement a impressionné le groupe, l'emportant sur toute considération pour sa détresse évidente. Il en vida le contenu sur la table avec une négligence délibérée. Manuels, cahiers, stylos et objets personnels éparpillés sur la surface. Parmi les objets qui s'étaient échappés du sac se trouvait le bien le plus précieux de Maya Dubois, le collier en argent qui avait appartenu à sa mère. La chaîne délicate capta la lumière fluorescente du restaurant en tombant, le pendentif en forme d'étoile, produisant un léger tintement en heurtant la table. Le souffle de Maya Dubois se coupa, en voyant le collier gisant parmi ses affaires éparpillées. Ce bijou représentait plus qu'un simple souvenir. C'était sa dernière connexion tangible avec sa mère, un rappel physique de la femme qui avait forgé ses valeurs et ses convictions. Elle le portait tous les jours, le gardant près de son cœur comme une source de réconfort et de force. Hunter remarqua immédiatement sa réaction, son instinct de prédateur s'orientant vers la signification émotionnelle évidente de l'objet. « Tiens, tiens », dit-il en ramassant le collier et en le tenant à la lumière. « Ça a l'air cher, ça doit être sacrément important pour toi. »« S'il vous plaît, » dit Maya Dubois, sa voix à peine audible. « Rendez-le-moi. » La supplique ne fit qu'encourager Hunter, qui commença à balancer le collier comme un pendule. « Quel est le mot magique ?» railla-t-il. « Peut-être que si tu demandes gentiment, on y réfléchira. » Kevin se pencha en avant avec intérêt. « On dirait qu'on a trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être gardé, » suggéra-t-il. « Je veux dire, si elle ne veut pas être plus sociable, peut-être qu'elle ne mérite pas de jolies choses. » La cruauté désinvolte de la suggestion frappa Maya Dubois comme un coup physique. Ces garçons n'avaient aucune idée de ce qu'ils tenaient, aucune compréhension des souvenirs et des émotions liées à ce simple bijou. Pour eux, ce n'était qu'un autre outil pour infliger de la douleur, une autre façon de démontrer leur pouvoir sur quelqu'un qu'ils percevaient comme faible. Derek tendit la main et arracha le collier des mains de Hunter, le tenant haut au-dessus de la tête de Maya Dubois, là où elle ne pouvait pas l'atteindre. « Je vais te dire, » dit-il avec une fausse générosité. « On va te faire une proposition. Réponds à quelques questions et peut-être qu'on te le rendra. » Maya Dubois resta silencieuse, mais Derek continua malgré tout. « Première question. Pourquoi penses-tu que tu es trop bien pour parler aux gens ? Je veux dire, on a essayé d'être sympa, et tu restes juste là comme une reine des glaces. » L'accusation était particulièrement injuste, étant donné que le silence de Maya Dubois avait été une tentative d'éviter précisément le genre de confrontation qu'il lui imposait maintenant. Mais elle comprit que Derek n'était pas vraiment intéressé par les réponses. Il créait une performance au bénéfice de leur public, établissant un récit qui justifierait l'humiliation qu'ils avaient prévue. Quand Maya Dubois ne répondit pas, Derek secoua la tête avec une déception exagérée. « Mauvaise réponse, » dit-il, lançant le collier à Austin, qui le rattrapa avec une aisance habituelle. Austin examina le pendentif avec un intérêt théâtral. « Tu sais à quoi ça me fait penser ?» dit-il. « Ça ressemble à quelque chose que quelqu'un pourrait offrir à sa copine. C'est ça ? Tu as un petit ami secret dans ton ancienne ville. » L'implication était claire, une autre tentative d'embarrasser Maya Dubois en suggérant des relations ou des comportements inappropriés. Le talent d'Austin pour trouver des moyens de rendre même les objets innocents suspects avait bien servi le groupe dans leur précédente campagne de harcèlement. « Peut-être que c'est pour ça qu'elle est si hautaine, » suggéra Connor, rejoignant enfin l'assaut verbal. « Elle pense qu'elle a déjà quelqu'un, alors elle n'a pas besoin d'être sympa avec le reste d'entre nous. » Le calme de Maya Dubois se fissurait sous la pression soutenue. Ses mains s'étaient serrées en poing sous la table, et elle sentait sa respiration soigneusement contrôlée devenir plus rapide et superficielle. Le collier passa d'Austin à Connor, chaque transfert l'éloignant davantage de sa portée et l'enfonçant plus profondément dans leur jeu cruel. Mais ce fut la prochaine action de Derek qui brisa finalement sa retenue. Reprenant le collier à Connor, il le tint en l'air et l'examina avec une minutie exagérée. « Tu sais quoi ?» dit-il pensivement.
Je pense que c'est peut-être un faux. Je veux dire, regarde cette chaîne bon marché. Et ce pendentif, quel genre de personne porte quelque chose d'aussi manifestement fantaisie? L'insulte à la mémoire de sa mère était plus que Maya Dubois ne pouvait supporter. Helena Dubois avait économisé pendant des mois pour acheter ce collier, faisant des heures supplémentaires à son travail pour s'offrir ce qu'elle considérait comme un cadeau spécial pour le 13e anniversaire de sa fille. Il n'était peut-être pas cher selon les standards de Derek, mais il représentait l'amour, le sacrifice et des souvenirs inestimables. « Rendez-le-moi » dit Maya Dubois à nouveau, mais cette fois, sa voix portait une qualité différente. Un tranchant qui fit reculer inconsciemment plusieurs des garçons. Derek remarqua le changement de ton et sembla en être revigoré. « Ou quoi ?» demanda-t-il, balançant le collier encore plus haut. « Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer? Courir voir le prof? Oh, attends, on n'est plus au lycée, n'est-ce pas ?» La réalisation qu'ils étaient en effet hors de portée de l'autorité scolaire sembla enhardir davantage le groupe. Dans l'environnement contrôlé du lycée Victor Hugo, il y avait au moins des conséquences théoriques à leur comportement, même si ces conséquences étaient rarement appliquées. Ici, au croque-vite, ils étaient essentiellement libres d'agir sans surveillance. Hunter, désireux de retrouver sa position d'instigateur, tendit la main à travers la table et éparpilla les dernières affaires de Maya Dubois sur la surface. « Peut-être devrions-nous voir ce qu'elle cache d'autre, suggéra-t-il. Je parie qu'il y a toutes sortes de secrets là-dedans. » La violation de son intimité, combinée au vol continu du collier de sa mère, poussait Maya Dubois vers un point de rupture qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Tout son entraînement, toutes ses promesses, tout son contrôle de soi minutieux était systématiquement réduit à néant par ces 5 garçons qui semblaient prendre un plaisir sincère à sa détresse. Quand Derek commença à glisser le collier dans sa poche, comme s'il avait l'intention de le garder définitivement, Maya Dubois sentit quelque chose de fondamental basculer en elle. L'équilibre délicat entre l'entraînement de son père et les valeurs pacifistes de sa mère pencha soudainement et de manière décisive vers l'action. « J'ai dit, rends-le » répéta-t-elle, et cette fois sa voix portait un ton de commandement indubitable qui fit taire les rires autour de la table. Derek marqua une pause, alors qu'il s'apprêtait à mettre le collier dans la poche de sa veste, quelque chose dans le ton de Maya Dubois, perçant enfin son arrogance confiante. Pour la première fois depuis qu'il s'était approché de sa table, il sembla réellement la regarder vraiment, plutôt que de la considérer simplement comme une cible pour leur amusement. Ce qu'il vit dans ses yeux aurait dû le pousser à reculer, à lui rendre son bien et à trouver une autre victime pour leur divertissement. Les yeux sombres de Maya Dubois, qui avaient été soigneusement baissés pendant tout leur harcèlement, rencontrèrent maintenant son regard directement. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, aucune supplication ni désespoir. Au lieu de cela, il y avait une froideur qui parlait de calculs en cours, d'options pesées, de décisions prises. Mais l'arrogance de Derek et le public de ses amis l'empêchèrent de reconnaître les signes avant-coureurs. Au lieu de reculer, il sortit complètement le collier de sa poche et le brandit comme un trophée. « Peut-être que je le garderai comme souvenir », dit-il avec un sourire cruel. « Quelque chose pour se souvenir de notre nouvel ami ?» La menace de voler définitivement le collier de sa mère fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Des années d'entraînement, des mois de retenue et des semaines d'évitement prudent devinrent soudainement sans importance face à cette violation ultime. Maya Dubois sentit les dernières de ses limites auto-imposées s'évanouir, remplacées par une clarté d'objectif à la fois terrifiante et libératrice. Elle se leva de la banquette d'un mouvement fluide qui sembla surprendre tout le monde à table. Pour la première fois, il put revoir toute sa taille et la grâce athlétique avec laquelle elle se déplaçait. Il y avait quelque chose de prédateur dans sa posture maintenant, quelque chose qui parlait d'une puissance latente, maintenue sous contrôle. « Rends-le » dit-elle, chaque mot articulé avec précision et portant tout le poids de sa détermination. Derek, sentant peut-être enfin que la situation ne se déroulait pas comme il l'avait prévu,
fit un demi-pas en arrière. Mais sa fierté et les attentes de ses amis l'empêchèrent de reculer complètement. « Force-moi » dit-il, bien que la bravade dans sa voix semblât quelque peu forcée. Ce qui se passa ensuite serait rejoué dans les souvenirs de toutes les personnes présentes pendant des années. Maya Dubois se déplaça avec une vitesse et une précision qui semblèrent presque surnaturelles à ceux qui n'avaient jamais été témoins d'arts martiaux entraînés en action. Sa main jaillit, non pas dans une prise sauvage ou une tentative désespérée, mais dans un mouvement parfaitement contrôlé qui contourna entièrement les défenses de Derek. Elle attrapa son poignet, celui qui tenait le collier, avec une prise ferme mais pas écrasante. Puis, d'une torsion subtile qui parlait d'années de pratique, elle appliqua juste assez de pression sur un point nerveux spécifique pour que la main de Derek s'ouvre involontairement. Le collier tomba dans sa paume tendue, récupéré si rapidement que la plupart des observateurs ne purent suivre la séquence exacte des mouvements. Derek fixa sa main vide sous le choc, incapable de comprendre comment le collier lui avait été pris si facilement. La technique que Maya Dubois avait utilisée était conçue pour être non dommageable, mais totalement efficace. Une manière de désarmer un adversaire sans causer de blessure. Mais le choc de Derek se transforma rapidement en rage. Personne ne l'avait jamais contesté de manière si directe et humiliante, et la présence de ses amis, ainsi que du restaurant rempli de témoins, rendait la situation insupportable. Avec une grogne de fureur, il s'élança, l'intention de saisir Maya Dubois et de récupérer ce qu'il considérait comme son prix volé. La réponse de Maya Dubois fut instinctive et immédiate. Des années d'entraînement avaient appris à son corps à réagir à l'agression sans réflexion consciente, et l'attaque maladroite de Derek le laissa complètement vulnérable à sa contre-attaque. Elle esquiva son élan avec un minimum d'effort, plaçant simultanément une main sur son épaule et étendant son pied pour un croc-en-jambe simple mais efficace. L'élan de Derek le porta en avant et vers le bas, et il heurta le sol du restaurant avec un bruit sourd satisfaisant qui résonna dans toute la salle. L'impact fut probablement plus embarrassant que douloureux, mais la vue de l'intouchable Derek Hawthorne étalé sur le sol du croque-vite provoqua un sursaut collectif parmi les élèves assemblés. Kevin, peut-être poussé par la loyauté ou simplement par l'incrédulité face à ce qu'il avait vu, se précipita immédiatement pour attaquer Maya Dubois par son côté gauche. Son approche était plus prudente que celle de Derek, mais non moins inefficace. Maya Dubois pivota en douceur, attrapa son bras tendu et utilisa son propre élan pour le rediriger contre le côté d'une banquette vide. Le choc de son impact contre le revêtement en vinyle et le cadre métallique provoqua des exclamations de surprise chez les clients à proximité. La rapidité et l'efficacité avec lesquelles Maya avait géré deux agresseurs simultanément commençaient à se graver dans l'esprit des trois garçons restants. Connor recula d'un pas incertain, son agitation précédente étant maintenant remplacée par une véritable nervosité. Le sourire confiant d'Austin avait entièrement disparu, remplacé par un regard calculateur alors qu'il réévaluait la situation. Seul Hunter, poussé par son besoin désespéré de prouver qu'il méritait l'acceptation du groupe, semblait déterminé à poursuivre l'assaut. Il chargea en avant avec plus d'agressivité que d'adresse, lançant un coup de poing désordonné qui aurait été dévastateur s'il avait touché. Maya esquiva le coup avec une grâce fluide, ses années d'entraînement au combat rendant l'attaque télégraphiée de Hunter facile à éviter. Alors que son poing passait inoffensivement au-dessus de sa tête, elle se redressa légèrement et porta un coup de paume contrôlé à son plexus solaire. Pas assez fort pour causer de graves blessures, mais suffisant pour lui couper le souffle et le faire trébucher en arrière. Hunter heurta un présentoir promotionnel, faisant voler gobelets en plastique et distributeurs de serviettes sur le sol, tandis qu'il haletait. Le bruit de la collision et des objets qui tombaient attira l'attention du personnel du croque-vite, qui avait tenté d'ignorer la confrontation, mais ne pouvait plus prétendre que rien ne se passait.
Connor et Austin échangèrent des regards incertains, reconsidérant clairement leur volonté de poursuivre l'agression. Derek se relevait du sol, le visage rougi par l'embarras et la rage. Kevin restait affalé contre la banquette où Maya l'avait redirigé, secouant la tête comme pour éclaircir sa vision. Le restaurant était devenu complètement silencieux, à l'exception du bourdonnement des équipements de cuisine et du son de la respiration laborieuse de Hunter. Chaque client, chaque employé, chaque personne présente fixait le coin où une jeune fille discrète venait de démanteler 5 des brutes les plus redoutés de leur lycée avec une efficacité qui frôlait l'artistique. Maya se tenait au centre du chaos, le collier de sa mère serré en sécurité dans sa main, sa respiration accélérée mais contrôlée. Elle regarda les garçons éparpillés avec une expression mêlant regret et détermination. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait voulu que la soirée se termine, mais elle ne ressentait aucun vrai remords d'avoir défendu sa personne et la mémoire de sa mère. Derek se releva péniblement, ses vêtements chers maintenant froissés et tachés par son impact avec le sol du restaurant. L'humiliation d'être vaincu par quelqu'un qu'il avait considéré comme une proie facile était clairement lisible sur ses traits. « Tu vas le payer !» grogna-t-il, sa voix portant une promesse de représailles futures. Mais en parlant, Derek prit conscience des dizaines de regards qui l'observaient, des téléphones portables qui avaient sans doute capturé au moins des parties de la confrontation, du renversement complet de la dynamique de pouvoir qui venait de se produire. Les 5 garçons qui étaient entrés au croque-vite en héros conquérants étaient maintenant révélés comme des brutes inefficaces qui avaient été complètement dépassés par leurs victimes désignées. Maya attacha soigneusement le collier de sa mère autour de son cou, le poids familier du pendentif se posant contre sa poitrine comme une présence rassurante. Elle commença à ramasser ses affaires éparpillées, ses mouvements calmes et délibérés, malgré l'adrénaline qui circulait encore dans son système. « Vous avez commencé », dit-elle doucement, sa voix portant clairement dans le restaurant silencieux. « J'ai juste terminé. » La simple déclaration portait plus d'autorité que n'importe quelle menace ou vantardise n'aurait pu le faire. C'était une déclaration de fait plutôt que de bravade, prononcée avec la confiance de quelqu'un qui avait prouvé son point, au-delà de tout doute possible. Alors que Maya ramassait ses dernières affaires et se préparait à partir, elle pouvait voir les autres élèves du restaurant la regarder avec un mélange d'étonnement et de respect nouveau. La nouvelle élève discrète qui avait été considérée comme une cible facile venait de réécrire la hiérarchie sociale du lycée Victor Hugo en l'espace de quelques minutes. Les 5 garçons qui avaient régné par l'intimidation et la peur étaient maintenant laissés à contempler un monde où leurs victimes pourraient riposter, où leur réputation d'invincibilité soigneusement construite avait été brisée par quelqu'un qu'ils avaient complètement sous-estimé. Maya se dirigea vers la sortie d'un pas mesuré, laissant derrière elle un restaurant rempli de témoins qui raconteraient l'histoire de cette nuit à travers leur lycée et au-delà. Le lundi matin, tout le monde au lycée Victor Hugo saurait ce qui s'était passé au croque-vite, et l'équilibre des pouvoirs ne serait plus jamais le même. Mais ce n'était que le début de l'histoire de Maya Dubois au lycée Victor Hugo. Les conséquences de cette nuit se propageraient de manière que nul participant n'aurait pu anticiper, mettant en mouvement des événements qui remettraient en question tout ce que le lycée pensait savoir sur la force, la justice et la vraie nature du courage.